Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes sur le salon Bipositive à Lyon, Bipositive 2019. Et ce matin, nous allons parler retour d'expérience bâtiment bas carbone, bâtiment E+, C-. Avec moi pour m'en parler, Monsieur Hakim Amadou, bonjour. Prenez votre micro. Vous êtes ingénieur bâtiment à l'ADEME. Donc on ne présente pas l'ADEME. Vous êtes à la direction Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec vous, on va parler du programme OBEC. Alors on dira après ce qu'est le programme OBEC. À côté de vous, monsieur Zakaria Sadik, bonjour. Prenez votre micro. Bonjour. Vous êtes conseiller d'une association marocaine de développement durable. Et vous êtes aussi directeur général d'un bureau d'études énergie au Maroc. En face de vous, monsieur Guillaume Carlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes... vous n'avez pas dit ce que vous étiez chez Bouygues Construction. Directeur du développement durable, Bouygues Bâtiment Île-de-France. Voilà, directeur du développement durable, Bouygues Bâtiment Île-de-France. On ne présente plus Bouygues. Et à côté de vous, Hélène Génin, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes la déléguée générale de l'association BBCA. Association pour le développement du bâtiment bas carbone, absolument, BBCA. Voilà, et on verra les retours d'expérience que vous avez dans ce domaine. On attaque tout de suite avec vous, monsieur Amadou, pour nous parler du programme OBEC. Rapidement, qu'est-ce que c'est que le programme OBEC ? Alors, le programme OBEC pour Objectif Bâtiment Énergie Carbone est un programme qui a été monté par l'ADEME dans le cadre de l'expérimentation nationale E+C-, qui vise à préparer la prochaine réglementation environnementale qui devrait s'appliquer et rentrer en application dans le deuxième semestre 2020. L'objectif, c'est de pouvoir expérimenter la méthode énergie carbone sur un certain nombre d'opérations, 300 opérations environ, qui seront remontées sur l'observatoire énergie carbone au niveau national, et puis que pour chacune des régions qui sont impliquées, on puisse avoir autour de cette expérimentation-là un parcours d'information, sensibilisation à tous les acteurs à cette nouvelle méthode d'évaluation qui n'est plus seulement énergie et thermique, mais environnementale avec les évaluations des émissions de gaz à effet de serre. Des émissions de gaz à effet de serre. Donc, concrètement, vous avez étudié les bâtiments et vous avez essayé de comprendre comment ça se passait au niveau de l'énergie et du carbone. On a retenu, chacune des régions en France, y compris donc la nôtre, retenu 30 opérations, avec 2/3 d'opérations livrées sur lesquelles on a réalisé consciencieusement ces calculs énergie carbone, avec aujourd'hui des résultats qui sont obtenus et qui vont être présentés demain à une conférence. Voilà, et donc on va en avoir un petit peu la primeur ici. Quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer de cette étude ? Les premiers enseignements, je dirais, sont d'ordre méthodologique. Sur les données environnementales qui sont utilisées pour faire ces calculs-là. Et suivant le type de données que vous utilisez, soit des données, des produits qui disposent de données spécifiques environnementales, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou pour les équipements, les fiches PEP, ou des données par défaut. Les résultats sont très différents et les valeurs utilisées par défaut, donc les produits qui ne disposent pas de données spécifiques, ont des impacts environnementaux très majorants. Par exemple, j'ai en mémoire une plaque de plâtre BA13. Si vous utilisez, il y a une fiche spécifique sur cette plaque de plâtre qui est à environ 2 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher. Si vous utilisez une donnée majorante, une donnée par défaut, vous multipliez quasiment par 5 et avec un ratio de 10 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher. Pour le même produit. Donc c'est la même chose pour des produits isolants ou pour des parois plus... Donc ça veut dire qu'il faut absolument que les industriels puissent avoir des ACV pour qu'on puisse bien prendre en compte dans le calcul l'impact carbone. Tout à fait. Et pour vous donner un chiffre qu'on présentera aussi demain, c'est que la part de données encore par défaut utilisées dans ces évaluations-là est importante.
Par exemple? Sur une opération, on est à 65% de données spécifiques et il reste 35% encore de données par défaut. Sur les produits, les éléments qui ont pu être saisis dans le calcul. C'est-à-dire qu'il y a aussi un indicateur de complétude qu'on a regardé. Il y a une partie des produits de construction et d'équipements qui ne trouvent pas de données. Donc on déclare là l'absence de données. Et pour certaines opérations, ça peut aller jusqu'à un tiers. Donc il y a un très gros progrès à faire de ce point de vue-là pour avoir une évaluation sur le cycle de vie qui soit la plus complète possible et la plus proche de la réalité des équipements et des produits de construction qui sont mis en œuvre dans ces bâtiments. Alors ça, c'est le premier enseignement, la méthode. Est-ce que vous voulez réagir déjà là-dessus, Hélène? Alors effectivement, comme monsieur dit, il y a un choix qui a été fait au lancement de l'expérimentation plus c'est moins, qui a été de quelque part purger la base de données produits pour en recréer une avec le choix pour les données manquantes de leur donner un poids extrêmement défavorable, jusqu'à x6, x7. Et donc, bien, c'est une stratégie. Et effectivement, l'impact que cela a, c'est qu'on a beaucoup de mal à avoir réellement une empreinte carbone conforme à la réalité des émissions carbone du bâtiment. Avec BBCA, on adapte nos seuils compte tenu de ces problèmes. Et on se rend compte aujourd'hui qu'un bâtiment exemplaire va être effectivement aujourd'hui entre les niveaux carbone 1 et carbone 2 de l'expérimentation sur un seuil BBCA fixé entre ces deux niveaux. Pour cette raison-là. Alors ça, c'était la première chose, la méthode. Est-ce qu'il y a un deuxième enseignement que vous tirez de cette étude? Alors, un deuxième enseignement, c'est aussi méthodologique. Après, sur les seuils, on pourra peut-être aussi en discuter. Mais l'évaluation, autant la thermique passée par des bureaux d'études fluides des thermiciens, autant là, sur le carbone, ça nécessite quand même un niveau de connaissance sur les techniques de construction qui est assez, qui est plus important, qui nécessite plus de compétences et donc un travail un peu bureau d'études carbone, on va dire. Avec un travail plus pluridisciplinaire, c'est-à-dire que puisqu'il y a la question des métrés par rapport au quantitatif que vous devez saisir pour évaluer les émissions de carbone, vous partez des DPGF, mais si vous regardez pour ceux qui ne sauraient pas. Les déclaratifs des prix globaux et forfaitaires, dans lesquels vous avez les prix et les quantitatifs. Et donc, quand vous regardez ces documents-là, parfois, si je prends par exemple, puisqu'on a le bois, le bois construction là en face, moi le bâtiment bas carbone et donc avec derrière l'idée de mettre plus de bois, construction, un mur à ossature bois, il y a différents composants et parfois c'est un peu simplifié dans les DPGF, donc il faut vraiment recouper avec les CCTP des données de détail pour bien décomposer tous les éléments de la paroi et de pouvoir mettre en face de chacun de ces éléments-là une donnée environnementale, un quantitatif et une unité fonctionnelle en lien avec la donnée environnementale qui est proposée. Voilà, donc ça c'est un travail assez conséquent et on l'a vu nous sur les honoraires, les jours finalement passés pour faire ces études-là. Qui sont assez importants, plus importants qu'une étude thermique. Donc ça, c'est aussi un enseignement qu'on peut tirer. Et puis le troisième enseignement, c'est là plus global au niveau de la préparation de la future réglementation et donc des seuils à venir, avec une vigilance à ne pas fixer des seuils trop bas. Pas trop non plus, mais suffisamment bien à la bonne hauteur pour pouvoir embarquer tout le monde et puis de pouvoir permettre au fur et à mesure de la vie de cette nouvelle réglementation d'ajuster les seuils en fonction des progrès qui seront faits sur la méthode et les données environnementales qui vont en s'améliorant, hein, puisque la base de données INES, là, quand on vous fait un comparatif entre ce qu'il y avait il y a 6 mois et aujourd'hui, c'est totalement différent. Et je termine là-dessus. Et les calculs que vous faisiez il y a 6 mois
en termes de niveau obtenu, sont très différents de ceux que vous obtenez aujourd'hui et qui seront aussi très différents de ceux que vous obtiendrez demain. D'accord, donc ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on soit plus ambitieux au niveau des seuils, que petit à petit il y a une forme d'apprentissage et qu'on va monter le niveau? C'est la deuxième partie de votre réponse, c'est qu'au fur et à mesure, effectivement, les seuils seront adaptés, probablement. Et puis, voilà, donc là, il y a un travail en cours d'exploitation des données sur l'Observatoire. Je ne sais pas quels seront les seuils qui seront proposés, mais voilà, sur les 27 calculs qu'on a aujourd'hui finalisés sur les 30, la plupart des opérations n'atteignent pas le niveau C1 encore. D'accord, donc c'est... Mais avec un calcul fait il y a 3 mois. Il y a 3 mois, et qui serait déjà différent si vous le refaisiez. Tout à fait. D'accord. Je vous ai vu sourire tous les deux dans ce que disait monsieur à un moment donné, notamment à propos de la construction bois, du mur bois. Oui, alors en effet, par rapport aux matériaux bois d'échelle, le constat qu'on fait, nous, par rapport au recul, donc ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on mesure du carbone dans le groupe. On a un objectif qui s'aligne sur la stratégie nationale française, moins 20% à l'horizon 2030 sur des émissions 2015. Donc oui, on a déjà fait un premier travail, donc on continue sur la lancée sur les scopes 1, 2, 3A. Donc on va jusqu'au bout de la démarche. Sur la problématique matériaux, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de matériau idéal, en fait. Malheureusement, on n'a pas aujourd'hui la clé du matériau idéal bas carbone. Ce dont on est sûr, c'est que finalement, il faut qu'on revienne à beaucoup de bon sens. Le matériau idéal, c'est surtout celui qu'on a à proximité. On va privilégier les circuits courts. Vous avez un projet comme le Grand Paris aujourd'hui, où on va excaver 40 millions de mètres cubes de terre escavée. Pas très loin d'ici, du côté de Grenoble, on construisait en terre crue. Aujourd'hui, on est en train de se dire, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à faire sur le sujet, avec un petit peu de numérique, d'industrialisation, de reprendre des techniques ancestrales, et la terre crue, pourquoi pas? Donc le bâtiment bas carbone, et je rebondis un peu sur... La terre crue chez Bouygues, c'est un vrai changement de... c'est de paradigme, complètement. Oui, complètement. Alors, on va pas faire tout notre... Aujourd'hui, effectivement, on construit aussi beaucoup en béton. En fait, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on raisonne plus... On connaît le mix énergétique, nous, on raisonne mix matériotique. Voilà. Du béton, bois-béton, béton-acier. Et c'est ça qui doit concourir, finalement, au vrai bâtiment bas carbone. Voilà. Monsieur Sadik, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre et puis peut-être un éclairage différent venant du Maroc? Alors je souriais parce qu'en effet, les contraintes qu'on peut imposer par des réglementations, des démarches peuvent être contraignantes pour des professionnels, encore plus contraignantes pour un pays qui est engagé mais qui ne dispose pas de tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette démarche bas carbone. Je parle donc du Maroc, je pense que vous l'avez compris. Il y a un travail sur la formation, sur les matériaux aussi, les performances et la traçabilité des matériaux. Il y a des problèmes de déchets et autres. Mais il y a des opportunités et des atouts. Le Maroc aujourd'hui est signataire de l'accord de Paris et engagé dans une démarche internationale. Tous les bâtiments neufs d'ici 2030 doivent être décarbonés. Et d'ici 2050, bâtiments neufs et bâtiments rénovés. Vous êtes presque au même niveau, enfin vous voulez atteindre on est au même niveau que les engagements internationaux de la France. Maintenant, les moyens et le chemin qu'on prend, il est similaire de ce qui est engagé par des pays comme la France ou d'autres, parce il y a un accompagnement de ces pays. Il y a des partenariats qui sont faits entre l'ADEME et l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique pour la mise en place d'une réglementation thermique marocaine. Il a été initié, il y a des projets démonstrateurs sur lesquels on capitalise avec l'ADEME et avec la coopération allemande. Et après, il y a des projets démonstrateurs portés par le privé. Aujourd'hui, le bâtiment bas carbone au Maroc, il est plus porté par le privé que par l'État lui-même, parce que la législation prend du temps, il y a l'implication de tous les acteurs concernés. Et même si le Maroc aujourd'hui il est engagé sur des chiffres de 52% d'énergie renouvelable d'ici 2030, aujourd'hui on est pas loin de 40% d'ici 2020. Donc il y a un potentiel très intéressant solaire, éolien, qui accompagne et qui aide cette démarche de décarboner les espaces, parce qu'on a des villes nouvelles et on a des bâtiments nouveaux. Pour donner un enseignement rapide sur ce qui se passe au Maroc, comme je disais, donc le privé tire vers le haut
et c'est surtout des industriels internationaux. Je peux parler du groupe Bouygues avec Link City et d'autres acteurs qui sont présents au Maroc qui réalisent dans le cadre de leur politique RSE des bâtiments performants. Et ces bâtiments performants, du point de vue carbone, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'on les mesure? Comment ça se passe? Est-ce qu'on mesure les progrès qui sont réalisés par rapport à la construction qu'il y avait ne serait-ce qu'il y a 10 ans? Alors aujourd'hui, on est vraiment au début, donc il y a pas mal de projets qui sont en cours de réalisation. Ceux qui ont déjà été réalisés, on a des bâtiments à énergie positive, même si la loi, malheureusement au Maroc, ne permet pas l'injection dans le réseau pour la basse tension et la moyenne tension. Mais il y a des systèmes de smart grid internes qui permettent d'aller vers des bâtiments à énergie positive. Il y a aussi l'aspect matériaux, et je pense que c'est là l'opportunité qui est très intéressante pour le Maroc, c'est qu'aujourd'hui, avec l'industrialisation du secteur du bâtiment au Maroc, on voit de plus en plus de produits étrangers, je dirais, importés. Donc au niveau carbone, c'est pas terrible. Tout à fait. Apportés parce qu'ils disposent de données environnementales, parce qu'ils disposent d'avis techniques, et donc ça rassure les assureurs et les acteurs du bâtiment. Mais la démarche bas carbone, je pense, va inciter et encourager le recours aux matériaux locaux et durables. Au Maroc, on est l'un des grands producteurs de liège. Aujourd'hui, le liège dans la construction au Maroc reste plus cher que les autres matériaux de fibres minérales. Et donc, je pense que la démarche bas carbone va entraîner un nouveau développement de cette activité-là, par exemple. Je vais juste ajouter qu'il y a des F2S qui ont été réalisés au Maroc. Aujourd'hui, on a 3, béton, briques et parpaing. Parce que et heureusement, parce que c'est les matériaux qu'on utilise le plus, qui composent le plus du poids carbone d'un bâtiment, de par leur quantité. Donc on est dans cette démarche. Et ça a été adapté pour le Maroc selon la démarche F2S NFP 01010. Merci pour ce petit éclairage. N'hésitez pas à réagir après à ce qu'on va raconter maintenant sur BBCA et donc sur le retour d'expérience BBCA. Combien de bâtiments aujourd'hui labellisés BBCA et quels sont les enseignements évidemment que vous retirez de ces labels au niveau de la construction? Alors ce qui est effectivement important avec des démarches telles que BBCA qui aujourd'hui permet effectivement de montrer, de mettre en lumière les bâtiments exemplaires, c'est qu'on a aujourd'hui une méthode pour mesurer. Cette méthode, elle est relativement robuste puisqu'elle s'appuie effectivement sur les émissions de l'énergie, les émissions des matériaux, sur tout le cycle de vie du bâtiment. Un point clé, et donc ces deux éléments sont communs à la démarche plus et moins BBCA, la valorisation spécifique à BBCA, on va peut-être faire un petit zoom dessus, qui est le stockage carbone, puisqu'en fait aujourd'hui... On parlera du stockage carbone. Le bâtiment devient un puits de carbone et c'est important. Et puis la réduction des déchets, c'est-à-dire qu'un déchet devienne une ressource et on est sur toute l'économie circulaire et également l'évolutivité en fait du bâtiment pour empêcher son obsolescence programmée. Donc dès qu'on se met dans cet objectif-là, on se rend compte que les bonnes pratiques vont s'illustrer quantitativement par un chiffre. Et aujourd'hui, en fait, les bâtiments BBCA, par rapport à un niveau carbone qui est de 1,5 tonne de CO2 émis sur un bâtiment neuf par mètre carré, eh bien, on a des bâtiments qui peuvent aller de 15 à plus de 55% de réduction de leurs émissions en considérant les émissions sur tout le cycle de vie des produits, équipements, exploitation et en intégrant les émissions du stockage carbone qui sont là pour le coup négatives. Donc c'est tout à fait conséquent. Ce qui est différent de l'expérimentation E+C-, puisque l'expérimentation E+C-, on ne tient pas compte du stockage. Absolument. Donc il faut voir que le stockage dans BBCA ne permet pas de compenser une conception défaillante. Le stockage, c'est en plus... C'est la cerise sur le gâteau. Le stockage, c'est un point important parce que c'est jusqu'à 14% de l'empreinte carbone énergie plus matériaux pour les bâtiments qui jouent à fond les matériaux biosourcés. Donc, c'est important de le considérer. Après, je reviens sur un point important, c'est qu'une démarche bas carbone, c'est une mixité de matériaux. Le bois, aujourd'hui, bien sûr, a des atouts très, très importants dans cette démarche, à la fois parce que ce sont des matériaux qui sont peu émissifs, peu transformés, et puis parce qu'ils sont stockeurs. Mais on est vraiment dans la démarche BBCA sur une approche qui est totalement œcuménique et qui justement permet d'illustrer
toutes les bonnes pratiques dans leur diversité et dans la frugalité, bien sûr, des matériaux utilisés, parce voilà, que c'est ça dont on c'est parle. un point important, hein, c'est Ouais. la frugalité des matériaux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on met beaucoup de matériaux dans un bâtiment et peut-être qu'on pourrait en mettre moins. Absolument. Et alors, sur le retour d'expérience, par exemple, est-ce que vous avez à l'esprit des pratiques pour réduire, on va dire, les matériaux qu'on utilise et qu'on met en œuvre? Alors bien sûr, c'est dès la conception une manière de gérer la compacité du bâtiment, une manière d'être vraiment axé sur les usages et réellement sur un matériau qui va être utile. On a également, par exemple, des bâtiments qui vont... donc le recours aux matériaux biosourcés, bien sûr, au bas carbone, les matériaux recyclés sont vraiment utilisés. On va également avoir des opérateurs qui vont prendre des chutes, par exemple, de bois pour créer des escaliers. On va éviter éventuellement de mettre des ascenseurs quand c'est possible. On va éviter de mettre des revêtements de sol quand c'est inutile, ou des revêtements ou des faux plafonds. Ou des faux plafonds, ce qui Donc, fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de béton apparent dans certains bâtiments. Exactement, exactement. Exactement. Et Sur cette question, alors, on a un exemple, par exemple, de bâtiment bas carbone qui est tout en béton. Vous allez me dire, alors il est en béton à plus faible empreinte carbone, donc le fameux béton bas carbone dont on entend parler, qui est basé sur des laitiers de sidérurgie. Alors le problème, c'est qu'on ne valide pas les crédits BBCA uniquement si on fait ça. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on est obligé d'avoir une approche globale. Ce bâtiment est implanté... C'est pas parce qu'on va diminuer l'impact des Exactement. matériaux de structure qu'on va être bon. Exactement. C'est vraiment un ensemble, une réflexion. Alors cet ouvrage est situé à Choisy-le-Roi sur un réseau de chaleur urbain décarboné. Donc là, on a été chercher des crédits en exploitation raisonnée, puisqu'on est sur le BBCA, on est une partie construction, une partie exploitation. Et on s'est surtout posé des questions en seconde œuvre en disant finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir transformer? On est sur un marché de logement social, donc assez standardisé, assez industrialisé. Et on a réussi à convaincre le bailleur social de lui dire le sol souple, on le remplace par du parquet. Les menuiseries, on va les mettre des menuiseries bois. Et ainsi de suite dans la réflexion jusqu'à atteindre le niveau bas carbone désiré. Et pourtant, l'ouvrage est en béton. Donc, comme quoi, on peut y arriver. Donc c'est en travaillant sur tous les matériaux, en travaillant sur l'énergie, puisque vous êtes allé chercher de décarboner avec le réseau de chaleur, qu'on arrive à cet ensemble. Donc ce bâtiment, il est où? Comment il s'appelle? Et quel est son classement, on va dire? Alors, il est rue du Four à Choisy-le-Roi. C'est un ouvrage qu'on a réalisé pour le bailleur social I3F. Donc, c'est un bel ouvrage déjà. On est sur une 60aine de logements. Et il est sur un BBCA. Alors, il n'est pas excellent, il est juste en dessous, je crois. Il est performant, ouais. BBCA performant. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'il soit au-dessus? De plus. Qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus? Ou de moins, peut-être, dans les matériaux? Alors, de moins. de moins. Il aurait peut-être qu'on aurait gagné un petit peu avec la structure bois, mais dans le contexte où il est implanté, je dirais que c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que voilà, dans le contexte où il est, par rapport à la situation, par rapport au produit, il est déjà bien. C'est déjà bien, entre guillemets, ce qu'on a réussi à aller chercher. Sur Aubec, c'est des choses que vous constatez, ce type d'approche, entre guillemets, moins de matériaux, pour aller chercher le bas carbone? Oui. Alors sur les opérations qu'on a choisies, justement, on a souhaité être le plus large possible dans les choix constructifs. Donc on a des bâtiments tout béton, des bâtiments en bois construction avec une part de biosourcés importante. Et puis aussi des bâtiments très intéressants, des bâtiments à structure mixte. Bois-béton et on voit et notamment sur les projets qui sont en conception, donc sur lesquels on essaye de voir la méthode et ce qu'elle peut apporter aujourd'hui le référentiel dans l'aide à la conception et le rôle des architectes et des concepteurs, des bureaux d'études structure pour aussi rationaliser le dimensionnement de ces structures-là. Le pouvoir proposer des structures mixtes qui intègrent du béton à certains endroits mais pas forcément à d'autres, avec des produits, des parois mixtes, bois-béton sur des planchers par exemple, des façades légères, des parties qui seront en béton. Et ça, ces pratiques-là, c'est intéressant et parce que quand on dimensionne bien, c'est des quantités de matière aussi évitées. C'est valable pour la structure, c'est valable aussi pour les équipements techniques.
On sait que les bureaux d'études fluides ont tendance à surdimensionner les équipements de chauffage, donc, alors qu'on peut avoir des puissances beaucoup plus faibles, donc des quantités de matière, même si ce n'est pas directement proportionnel à la puissance, qui sont plus faibles. Et voilà, donc ça c'est important de le signaler. Et puis je terminerai sur il faut distinguer l'évaluation qu'on fait nous dans le cadre d'OBEC, qui a une valeur un peu expérimentale pour évaluer les émissions et les niveaux énergétiques qui restent des niveaux énergétiques et carbone conventionnels, des pratiques de conception en parallèle et de réflexion plus globale qui permettront d'avoir des bâtiments qui iront dans le bon sens vers des bâtiments à faible émission de carbone. Comme un peu la réglementation énergétique aujourd'hui, vous avez un RT 2012 moins 30% ou moins 40%, ou sur la rénovation des bâtiments, un BBC rénovation, le niveau qui est affiché, c'est pas le niveau de consommation prévisionnelle du bâtiment. C'est un niveau de consommation conventionnelle. Alors, l'heure tourne. Je sais que vous avez une obligation. Je vais juste me tourner vers vous. Il y a un bâtiment que vous avez bientôt livré, ou qui est livré, qui est une rénovation et qui a été dans le cadre donc, du label BBCA Rénovation. Je voudrais que vous nous en parliez et que vous nous disiez sur quel point vous avez agi. Vous avez 1 minute. Ah, il y a un petit souci. 30 secondes du coup. Rénovation déjà, pour moi, c'est le vrai cœur du sujet. Ça, j'insiste par rapport à la construction bas carbone. Hein. C'est vraiment l'enjeu qu'on doit adresser. Donc, c'est un bâtiment tertiaire du côté de Neuilly-sur-Seine pour un client particulier, puisque ce sont les industries de la métallurgie. Et donc, ce bâtiment, leur siège, entre guillemets, on l'a rénové. Donc, c'est 6000 m² de bureaux. On a atteint le BBCA Rénovation en travaillant notamment sur une ossature bois et des isolants biosourcés ainsi qu'une déconstruction intelligente. Tout ça pour vous dire que, c'est ce que disait tout à l'heure Hélène, sur la rénovation, en particulier sur ce siège-là, on a travaillé sur l'économie circulaire, donc on n'est plus sur de la démolition mais de la déconstruction intelligente. Il y a de la déconstruction, quand vous dites déconstruction intelligente, ça veut dire qu'on réemploie les matériaux qui sont déconstruits pour reconstruire le bâtiment? Alors on réemploie pas tout, mais on essaye effectivement sur le mobilier, sur les sols souples. Alors on parle plutôt dans ce cas-là de réutilisation, mais effectivement on a ces approches-là qui nous permettent d'aller adresser des crédits sur le sujet, et ça nous permet d'avoir une bonne performance à la fin. Cet aspect réemploi est vraiment important dans une approche bas carbone. Il est fondamental, il est encore, je ne vous cache pas qu'il est encore artisanal aujourd'hui, tout le monde y travaille, la feuille de route économie circulaire du gouvernement qui va sortir, enfin les décrets d'application qui vont sortir vont nous aider à avancer de manière tangible, puisqu'il y a quand même pas mal de freins au réemploi aujourd'hui, et c'est un vrai travail effectivement pour que tout soit conjugué. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisine. Je voudrais qu'on aborde en conclusion cette question du stockage. Aujourd'hui, plus c'est moins, l'expérimentation, il n'y a pas de stockage. Chez BBCA, dans votre label, il y a un stockage. Est-ce qu'on va vers le stockage avec la prochaine réglementation ou pas ? Alors en fait, le stockage, c'est un vrai sujet, puisque ce qui est important, c'est que la méthode de mesure que l'on utilise soit à même de rendre compte des vertus des différents matériaux. Aujourd'hui, l'ACV, l'analyse du cycle de vie telle qu'elle est pratiquée, considère qu'au bout de 50 ans, le carbone qui est stocké par le bois, par exemple, est relargué quasi intégralement. Donc le constructeur bois va être considéré finalement comme une bombe à retardement de relargage de carbone. Et inversement, le béton, par un phénomène qui est la carbonatation, stockerait du carbone en fin de vie. Alors qu'en fait, la carbonatation, c'est une maladie du béton. Voilà. Oui, ça fait mal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur BBCA ? Eh bien, on a compensé les émissions de fin de vie par la valeur du stockage en rajoutant la déconstruction. C'est-à-dire que c'est au moment de la déconstruction effective qu'on va mesurer ce relargage qui est effectif. On anticipe quelque part la loi, puisque ce stockage carbone a été reconnu par la loi Elan en octobre 2018, et à partir de 2020, les matériaux de construction devront intégrer leur empreinte carbone sur le cycle de vie, exploitation, construction, en intégrant également le stockage carbone. Alors après, le diable se cache dans les détails, quelle valeur, comment, voilà, mais voilà, on le verra cette reconnaissance après, est actée, en tout cas. Voilà. Sur cette question, et ce sera aussi votre conclusion,
du stockage, c'est quelque chose d'important pour vous? Oui, bah, c'est une vraie question. Et il y a d'ailleurs un groupe d'experts qui planche sur ce sujet-là pour permettre d'améliorer aujourd'hui l'évaluation de ce stockage-là. Mais et plus globalement, l'évaluation sur tout le cycle de vie, c'est-à-dire aussi de pouvoir intégrer les scénarios de fin de vie des différents matériaux de produits de construction et de pouvoir y affecter aussi une part de réémission de carbone en fonction du devenir de ces matériaux-là pour être complet et de pouvoir permettre l'évaluation à la fois du stockage carbone et à la fois du scénario, de prendre en compte le scénario de fin de vie de chacun des matériaux de produits de construction qui seront dans les données environnementales. Il y a une norme européenne sur laquelle s'appuie cette évaluation-là qui est en cours de révision et notamment pour pouvoir proposer un cadre normatif pour réaliser ces évaluations-là sur lesquelles devrait s'appuyer la future réglementation environnementale. Merci. Et vous avez le mot de la fin, Monsieur Sadic. Vous avez participé à la COP22. Comment ces questions du carbone, et notamment dans le secteur du bâtiment, ont été prises en compte et où on en est aujourd'hui? Alors, sur l'expérience de la COP22, on avait fait le bilan carbone avec GL Events, qui a piloté l'événement. On s'est rendu compte de certains éléments qui ont été discutés maintenant, notamment sur l'artisanat. L'aspect artisanal dans le secteur du bâtiment au Maroc. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment au Maroc n'est pas totalement industrialisé, et heureusement, parce qu'on a des bonnes pratiques, notamment sur le réemploi. C'est quelque chose qui... Le réemploi, le local, le matériau. Voilà, un bâtiment qui va être déconstruit, on va dire démoli et déconstruit. On n'est pas encore dans la déconstruction organisée, mais en effet anarchique. Il y a d'autres secteurs professionnels, je dirais non officieux, parce que c'est des personnes qui vont venir récupérer les matériaux et les réutiliser dans d'autres bâtiments. Ça peut être des CTA, ça peut être des menuiseries, ça peut être de l'acier. Donc il y a une réutilisation d'un maximum de matériaux. Et ça, c'est dans les pratiques locales. Donc sur la COP22, ce qui nous est arrivé, avec les exigences des Nations Unies dans l'organisation des COP, il faut réduire les émissions de carbone de plusieurs postes, les déplacements, les matériaux et d'autres postes, et après les compenser. Donc l'idée, c'est, comme les bâtiments, réduire à la source. C'est ce qu'on a essayé de faire avec GL Events. On se posait la question sur la moquette. On trouve beaucoup de moquettes dans les salons. Et il vous reste 30 secondes. Alors, on trouve beaucoup de moquettes. Je vois ici, il y a une moquette qui a été oui, la moquette retenue. des salons, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, ce qu'elle va devenir, on avait anticipé les déchets de cette moquette, et finalement, cette moquette a été totalement réutilisée, découpée par des personnes qui l'ont faite ailleurs. Donc, il y a un savoir-faire sur place, il faut le maintenir et le rendre performant. On va poser la question de la moquette aux gens de GL Events. Merci, merci. On pourrait en parler des heures, hein, mais je sais que vous êtes attendus. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler de ces questions, et on en reparlera, on y reviendra. Une émission donc à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV, sur le site de nos partenaires France Bois Forêt et bien sûr GL Events Vie Positive. Merci à vous. Merci à vous. Merci.